Mon métier, c'est de réaliser mes rêves, en fait. Je pars de ce postulat-là et mes rêves, ils tournent autour de la préhistoire. Et en fait, j'ai créé mon activité pour essayer d'être une passerelle en fait entre le monde de la recherche, de travailler avec des chercheurs sur des problématiques archéologiques et d'essayer d'être leurs petites mains, voilà, pour réaliser des travaux manuels, et ensuite de diffuser ces connaissances avec le grand public. Donc voilà, je suis un peu la passerelle entre le monde des chercheurs et le grand public. Après, on a réussi à créer une petite association, l'association Coruc, et là, on a vraiment un collectif pour travailler sur les questions de la navigation préhistorique, mais qui enclenche aussi des savoir-faire dans la fabrication des outils, des techniques d'abattage d'arbres, d'utilisation des embarcations, etc. Donc ça regroupe, même au sein de cette thématique-là, plein de compétences différentes. Et du coup, d'utiliser, de maîtriser l'usage de ces outils de pierre polie qu'on a plutôt l'habitude de voir dans les vitrines des musées. On se rapproche. Ouais, c'est par là. Ouais. Suivez la flèche. Ouais. C'est mon AVH. Ok. Belle petite collection là. Hein. Ouais, carrément. Ouais. Grande variété de matériaux aussi, du coup. Ça va être intéressant ça. Ouais. La changeavéique là-bas. Ouais. Ça c'est de la dolérie, c'est quoi Ouais, ça c'est de la grosse dolérie. vache marteau. Ouais. Vraiment imposante. Donc ça c'est les productions de Plusulien et de ce coin-là. Bah, ça a l'air, ouais, d'être de la dolérite locale. Donc ça, ce serait intéressant que nous, on s'inspire de cette roche-là aussi pour essayer de faire nos reproductions d'outils, du coup. Bah, c'est vrai que dans l'Ouest ça se justifie complètement. Hein. Ouais. Quoi en faire de ces haches? Est-ce que ce sont des objets de pouvoir? Est-ce que ce sont des outils plus prosaïquement? Est-ce que ce sont des outils pour des phases spécifiques de travail? Parce que c'est vrai qu'il faut la lever quand même. Hein. Alors à mon avis, elle serait adaptée sur un mouvement qu'il faudra qu'on teste, mais vu le poids que doit faire une lame comme ça, sur un mouvement latéral, Ouais. ça paraît énorme à manier, quoi. En plus, je vois qu'elle vient de Langon, donc c'est un modèle qui est vraiment tout proche de chez nous. Enfin, ce serait chouette de partir sur une reproduction à l'échelle 1 de cette lame-là. Le projet là, il s'inscrit en fait sur la période donc néolithique par rapport à l'outillage que l'on veut mettre en œuvre, mais on a des indices de navigation plus anciennes, notamment dès le Mésolithique, et période pour laquelle, donc, grosso modo, on va dire entre moins 10 000 et moins 5 000 avant notre ère, et pour lequel on a déjà des indices d'embarcation. On a retrouvé les plus anciennes pirogues, elles datent de cette période-là. Mais on peut imaginer encore des navigations plus anciennes. Le problème, c'est que là, archéologiquement, on n'a plus de bateaux. Et dans notre façon de procéder, parce qu'on réfléchit aussi à de possibles autres embarcations que la pirogue monoxyle, on doit fonctionner sans avoir de vestiges de bateaux. Voilà. Mais on sait que certaines colonisations d'îles ont pu se faire à des périodes plus anciennes, et forcément, les ressources exploitées par les populations préhistoriques, que ce soit mésolithique, néolithique ou du paléolithique récent, eh bien, elles tiennent compte des éléments disponibles dans leur environnement. Et on va dire que, pour faire simple, au cours du Mésolithique, on a une phase de réchauffement du climat qui permet l'apparition de la forêt, et donc potentiellement de disposer de ce que j'appellerais d'arbres à pirogue. Un arbre à pirogue, c'est quoi? C'est un arbre suffisamment gros en diamètre pour arriver à pouvoir s'installer dedans. Hein, donc il faut déjà des arbres un peu conséquents, d'au moins minimum 50 cm de diamètre. Donc déjà des arbres conséquents. Pour les périodes plus anciennes, avant cette phase du réchauffement climatique, on n'a pas ce paysage de forêt. Donc on n'a pas techniquement la ressource en bois nécessaire pour fabriquer des pirogues.
Donc dans notre stratégie de creusement, en fait, on avait décidé d'essayer de produire du bois d'œuvre. C'est-à-dire qu'on s'est dit que, au vu de la qualité du bois qu'on avait à disposition, de la longueur de la grume que l'on avait, on allait essayer aussi de sortir des planches, du bois qui pourrait être utilisé pour d'autres usages. Et donc on a décidé de travailler avec des coins en bois de différentes tailles, de différentes épaisseurs, pour essayer justement de lever des planches d'entame et d'essayer aussi de gagner du temps dans la phase de creusement, d'évitement de la pirogue. Donc on a bien avancé sur le creusement de la cuve maintenant, puisqu'à certains endroits on arrive pratiquement à 50 cm d'évidement intérieur. Et donc on arrive aussi à des épaisseurs qui commencent à être intéressantes et qui peuvent être compatibles avec certaines données archéologiques que l'on peut avoir sur certains modèles de pirogues. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'après des heures et des heures d'utilisation en fait, de ces outils, on apprend à voir un peu quels sont ceux qui sont les plus performants. Là j'ai par exemple 2 modèles d'herminette que l'on a pu comparer, avec sur celle-ci un tranchant un peu moins large et un outil beaucoup plus léger, comparé à celui-ci où le tranchant en fait est plus large, la pierre plus lourde aussi, et donne un poids en fait à la lame de pierre plus conséquente, ce qui fait que on a besoin d'avoir un certain poids de l'outil pour arriver à être performant. Donc ça c'est intéressant, et du coup en termes de maniabilité, cette lame un peu moins large a tendance un petit peu à tourner sur les côtés, et puis elle produit des copeaux de moins grande taille. Donc il y a en pratiquant finalement qu'on se rend compte un peu de la spécificité de chaque outil et de ce que l'on recherche. Je peux vous montrer par exemple ici, donc on va travailler sur le fond de la pirogue, avec l'herminette la plus lourde, donc j'ai toujours un geste assez à la verticale, vous voyez qu'on rentre assez facilement dans le bois, et puis on peut arriver ensuite en portant un peu plus à l'horizontale à décoller rapidement des copeaux. Voilà, je vous montre un autre exemple. Allez, donc on peut arriver à faire des arrachements, vous voyez, qui ont déjà une belle épaisseur et puis une certaine longueur, hein. Et puis on comprend bien le changement d'angle en fait dans l'enlèvement du copeau. Il y a pas moyen, on peut pas à un endroit donné vriller? Si, on va vriller à la fin, mais si on peut tendre un max, tire sur ce brin là. Attends, donne-moi du mou toi. Ouais. Voilà. Putain, elle est d'un élastique cette corde. Ouais. Là par contre, ouais vas-y. On ralentit les gars? Attends, hop, bloqué. Ouais, vas-y, je bloque moi. Viens par là, Damien. Viens par là. Attention. Ouais. Allez, On y va en douceur. on essaie d'y aller en douceur. Viens par là, Damien. Voilà. Doucement et on retient. Voilà. C'est assez intéressant de voir aussi que l'âche est un symbole gravé en fait, qu'on retrouve sur pas mal de monuments mégalithiques dans des représentations très variées. Et ici on a un manche qui est vraiment stylisé et qui ressemble un peu à une crosse comme ça. Et il y a cette longue lame qui est stylisée ici. Et les haches peuvent être représentées soit avec un manche, soit uniquement la lame de pierre, et dans des orientations aussi très différentes. Parfois c'est en vertical, parfois
La lame de pierre est surdimensionnée par rapport au manche, donc il y a toute une symbolique en fait à essayer de comprendre, quoi. Et c'est un des enjeux à l'heure actuelle de l'interprétation de ces gravures, quoi. Donc là, c'est un outil de travail, mais c'est aussi un symbole gravé qui a une autre signification, et puis c'est aussi un bien de prestige qu'on retrouve dans les sépultures, quoi, comme les haches qu'on a vues là, en jadéite, qui sont exposées ici.